Et salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter un autre modèle que vous pouvez utiliser lorsque vous trouvez que les séries temporaires que vous êtes en train d'analyser ne sont pas intégrées du même ordre. Souvenez-vous, dans les vidéos en rapport avec l'analyse des séries temporaires, nous avons présenté pas mal de choses. Nous avons déjà présenté 9 méthodes qui peuvent vous aider à faire les prédictions pour une série temporaire en utilisant les valeurs passées de la même série temporaire. Et puis, nous avons montré comment faire une analyse de causalité pour le cas des séries temporelles, que ce soit pour des séries temporelles ou pour le cas des données de panel. Et puis, nous avons montré comment on peut réaliser une analyse de co-intégration, c'est-à-dire une analyse de l'existence d'une relation à long terme entre vos séries temporelles. Et puis, nous avons montré comment réaliser le modèle à correction d'erreur ou en anglais Vector Error Correction Model. Et c'est un modèle qui est utilisé lorsque les données ou vos séries temporelles sont intégrées d'ordre 1 et lorsque les données sont co-intégrées, où vos séries temporelles sont co-intégrées, il y a la co-intégration, quand vous avez trouvé qu'il y a la co-intégration entre vos séries temporelles. Et puis, nous avons montré un autre modèle que vous pouvez utiliser lorsque vos séries temporelles sont intégrées dans l'ordre 1, mais qu'il n'y a pas de co-intégration. Donc, c'est ça qu'on a vu, c'est le modèle VAR ou Vector Autorégressive. Alors, aujourd'hui, nous pouvons voir que des vagues ou les retards ne sont pas du même ordre. Parce que pour le cas de vecteur autorégressif et le modèle de vecteur à correction d'erreur, les variables ou vos séries temporelles devraient être intégrées de l'ordre 1. Mais ce n'est pas le cas, toujours le cas, mais ce n'est pas toujours le cas quand vous analysez réellement les séries temporelles. Vous pouvez trouver qu'une série est intégrée de l'ordre 0 par exemple, ou bien une autre série est intégrée d'ordre 1. Ça veut dire que quand je dis intégrée, ça veut dire que quand vous faites la différenciation, la série est stationnaire, soit quand vous faites la première différenciation, ou bien quand vous faites des différenciations, ou lorsque vous faites 3 différenciations. Alors, si la série est stationnaire quand vous faites une série de différenciation, c'est là où on dit que la série est intégrée d'ordre 1. Et si la série est stationnaire quand vous faites 2 différenciations, ça veut dire que la série est intégrée d'ordre 1. Donc, l'ordre d'intégration est fonction du nombre de différenciations qu'il faut faire pour avoir ou pour rendre votre série temporelle stationnaire. Alors, quel est le modèle finalement qu'on peut utiliser lorsqu'on trouve que les séries sont intégrées mais avec des ordres différents? Mais la question c'est de savoir si vous trouvez que vos séries temporelles sont intégrées avec des ordres différents, finalement, quel est le modèle adéquat, quel est le modèle qu'il faut utiliser. Alors, c'est l'intérêt alors de ce modèle, le modèle qu'on appelle le modèle autorégressif à retard échelonné, ou en anglais, c'est Autoregressive Distributed Lag. Donc, c'est ce modèle-là, dans ce cas que vous allez utiliser pour analyser la relation entre vos séries temporelles ou pour faire un modèle de prédiction lorsque vos séries temporelles sont intégrées d'ordre différents. Donc, alors, c'est ce modèle-là autorégressif à retard échelonné ou autorégressive distributed lag que je vais vous présenter justement pour parer à ce problème d'ordre d'intégration différent. Donc, cette vidéo fait la suite des précédente vidéo en rapport avec le modèle à vecteur d'erreur ou le modèle de vecteur à correction d'erreur et le modèle VAR ou vecteur autorégressif. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles, ce sont des modèles qui viennent en fait corriger les méthodes de prédiction que j'avais présentées, les 9 méthodes que j'avais présentées dans la vidéo en rapport avec la prédiction de séries temporaires, puisque ces méthodes utilisent les autres séries temporaires pour élaborer un modèle qui peut vous aider à faire des prédictions. C'est ça en fait l'avantage de ces modèles. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce sont des modèles qui essaient de prédire votre série temporelle, que je dirais variable dépendante, en utilisant les valeurs passées, que ce soit de la même série, donc de la même série dépendante ou votre variable dépendante, et les valeurs passées
des autres séries temporelles que vous voulez utiliser dans votre élaboration du modèle, mais tout dépend toujours de la théorie que vous avez considérée. On ne choisit pas au hasard les séries à mettre ensemble ou les variables à analyser au hasard, mais on doit partir d'une théorie qui justifie en fait l'existence de l'effet ou l'existence de relations entre vos séries temporelles. Alors, c'est parti les amis. Pour le faire justement, je vais essayer d'utiliser les données que nous avons correctées pour le cas du Burundi, et ce sont les données en rapport avec le taux de chômage, et les données en rapport avec l'inflation, et les données en rapport avec la croissance du PIB ou du produit intérieur brut au Burundi pour la période de 1991 à 2021. En réalité, nous cherchons à voir s'il y aurait une relation, que ce soit, ou s'il y aurait un effet de l'inflation et du chômage, si la croissance du PIB au Burundi. Donc, vous voyez que c'est une information utile, surtout que le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres. Et alors, si on parvenait à élaborer cette relation, alors on pourrait voir ce qu'on peut recommander pour le cas du Burundi pour améliorer le taux de croissance économique. Donc voilà, pour faire ces présentations, on a besoin de certaines librairies. Je pense que vous êtes habitués à l'installation des librairies, ou si vous n'avez pas ces librairies, donc vous devez les installer. Soit vous pouvez juste cliquer sur Tools, vous voyez Tools ici, et alors Install Packages, donc ici. Donc voilà, nous avons besoin de ces librairies, vous voyez ça. Donc je vais exécuter, puisque moi j'ai déjà installé ces librairies, alors il me reste à exécuter ça. Alors directement, je vais importer les données. Voilà, cette commande-là me permet d'indiquer au logiciel là où j'ai stocké ma base de données sur laquelle je suis en train de travailler. Je vais l'exécuter. Et puis, je vais, ça, le nom de la base de données, j'ai fait ça, c'est UNP, c'était juste pour dire unemployment ou le chômage. Donc, c'est le nom juste que j'ai donné pour ma base de données, ce n'est rien d'autre. Alors, mais je vais stocker les données importées, je vais les stocker justement dans données. Voilà, je vais exécuter les commandes. Ici, vous voyez head là, c'était une commande head, c'est juste pour visualiser les éléments d'entête, juste pour vous montrer comment les éléments vont se présenter. Voilà, je vais faire head, vous allez voir les données que j'ai collectées, comment elles se présentent. Voilà. Donc, si je visualise juste les premiers éléments, vous voyez que j'ai visualisé 10 éléments. Donc, ça, c'est UN, c'était juste pour dire unemployment. Ça, c'est inflation. Ça, c'est GDP growth ou produit intérieur brut. Plutôt, oui, produit intérieur brut, la croissance des produits intérieurs bruts. Voilà. J'ai d'importer mes données dans l'implément de travail de RStudio. Et puis, la chose qui va suivre, c'est de pouvoir séparer ces différentes séries pour que je puisse les transformer en séries temporaires. Tout ça sont des commandes que j'ai déjà utilisées dans les précédentes vidéos, en rapport avec le modèle à vecteur à correction d'erreur et le modèle VAR, vecteur régressif. Donc, j'ai utilisé ça. Ça ne pose pas de problème. C'est juste pour que je puisse transformer mes variables en séries temporaires. Alors, voilà la commande qui me permettra de transformer mes variables en séries temporaires. Bon, pour que ça soit reconnu par le logiciel comme étant une série temporaire, ce n'est que ça. Alors voilà, je vais exécuter toutes ces commandes, puisque ce sont les mêmes commandes que j'ai utilisées. Voilà, c'est pour... En fait, je vous ai dit que la période découverte par les données, c'est de 1991 à 2020. Et c'est pourquoi vous voyez que je dois spécifier la période de début et la période de fin. Voilà, j'exécute ça. Ici, je vous rappelle que ça, ce sont des données réelles. J'ai trouvé ça sur le site de la Banque mondiale. Ce sont des données réelles. Si jamais vous voulez utiliser ça, alors ce sont des données réelles. Voilà, je vais combiner ces données juste pour faire des visualisations. Ici, je vais faire le plot. La fonction plot, justement, c'est pour visualiser. Et voilà, je vais exécuter ça. Et vous allez voir la figure ici. Ici, c'est ici que la figure va venir. Ici, je peux juste agrandir pour voir comment ça se présente. Au niveau de figure, voilà, je vais faire la visualisation. Donc, voilà comment, au niveau graphique, voilà comment le taux de chômage évolue. Et voilà comment l'inflation, lui aussi, évolue. Et voilà comment le PIB se comporte. Donc, si vous regardez bien déjà, ici, vous voyez qu'il y a, ici, il y a une
une baisse de l'inflation si vous regardez sur la courbe. Et vous voyez que aussi le PIB ici tend à diminuer. Mais quand vous voyez, quand l'inflation reprend la croissance, et vous voyez que ici, normalement, vous voyez que toute la période de croissance de l'inflation, vous voyez que le PIB a diminué. Vous voyez? Et vous voyez ici que lorsque l'inflation a diminué, vous voyez qu'il y a le PIB qui a tendance à faire la croissance. Et vous voyez qu'ici aussi, quand l'inflation augmente, vous voyez que le PIB a diminué. Et vous voyez ici, quand l'inflation a diminué, vous voyez que le PIB a tendance à augmenter. Et vous voyez en réalité que on dirait qu'il peut y avoir une relation si vous regardez comment ces courbes se comportent. Voilà. Et puis, je vais continuer. C'était ici, c'était la visualisation. Je vais tester s'il y aurait l'autocorrélation entre mes variables. C'est cette commande-là. Je vais exécuter la commande. Donc, vous regardez, il y a ici, pour le cas du chômage, vous voyez qu'il y a l'autocorrélation parce que ça dépasse. Je vais voir s'il y aurait des autocorrélations partielles ou partial autocorrelation. Voilà, il n'y en a pas parce que ces barres ne dépassent pas ces limites. Ça. Je vais vérifier aussi s'il y aurait l'autocorrélation au niveau de l'inflation. Je vais exécuter cette commande. Vous voyez, au niveau de l'inflation, apparemment, il n'y a pas d'autocorrélation. Et puis, je vais voir s'il y aurait des autocorrélations partielles ou partial autocorrelation. Donc, vous voyez que, sauf ici, vous voyez ici que ça a dépassé un peu. Ici, voyons, je vais agrandir. Vous voyez ici, mais c'est pas très grave. C'est juste cette période, 6e période. Et puis, je vais aussi voir pour le cas du GDP ou Gross Domestic Product Growth ou la croissance du PIB. Vous voyez ici qu'il y a l'autocorrélation. Je vais voir s'il y aurait des autocorrélations partielles entre les lags. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas. Alors, maintenant, l'étape qui va suivre, c'est de pouvoir tester si vos données sont stationnaires ou pas, la stationnarité. Normalement, quand les données sont stationnaires, on peut utiliser, pour voir la relation entre les variables, on peut utiliser la régression linéaire simple. Oui. Donc, ici, il faut tester pour voir si vos séries temporelles sont stationnaires ou pas. Je vais tester pour le cas de, ça c'est le chômage. Unemployment, c'est ça que je voulais dire ici. Unemployment, c'est le chômage. Je vais voir si ça c'est stationnaire. Je vais passer ici. Voilà. Vous voyez que la p-value ici est expirée à 5%. Donc, la série n'est pas stationnaire. Je vais encore une fois différencier pour voir si je fais la première différenciation, le taux de chômage est stationnaire. Et vous voyez que lorsque je fais la première différenciation, vous voyez que ce n'est pas stationnaire parce que la pi va espérer à 5%. Je fais la deuxième différenciation. Regardez, j'ai exécuté cette commande. Là où je fais deux différenciations. Et regardez aussi, la p-value est toujours supérieure à 5%. Je vais faire la troisième différenciation. Et souvenez-vous, quand j'ai parlé d'ordre d'intégration, je vous ai dit que c'est le nombre de différenciations nécessaires pour rendre votre série temporelle stationnaire. Et maintenant, quand je fais trois différenciations, vous voyez que la p-value cette fois-ci est inférieure à 5%. Donc maintenant, ma série est stationnaire. Donc le taux de chômage au Burundi est stationnaire lorsqu'on fait trois différenciations, ça veut dire que l'ordre d'intégration égale 3. Je vais tester aussi pour l'inflation. Voilà, quand je fais l'inflation, c'est aussi. Vous voyez que la p-value est de 0.11, donc ce n'est pas stationnaire. Je fais la première différenciation. Je vais voir si je fais la première différenciation, la série stationnaire. Vous voyez que nous avons 0.059. Donc, ce n'est pas aussi. Si je maintiens exactement 5%, vous voyez que ce n'est pas stationnaire. Je vais faire la deuxième différenciation. Regardez. Voilà. Et quand je fais la deuxième différenciation pour le cas de l'inflation au Burundi, vous voyez que la p-value cette fois-ci est remarqué que la p-value est inférieure à 5%. Donc, la série est stationnaire quand je fais deux différenciations. Ça veut dire qu'en termes d'intégration, nous avons ID.
Je vais faire la même chose pour le cas de la croissance du PIB au Burundi. Voilà, je vais tester si la série est stationnaire. Vous voyez que nous avons la p-value qui est supérieure à 5%, donc nous avons 0,67. Je vais faire la première différenciation pour voir si réellement, quand je fais la première différenciation, la série serait stationnaire ou pas. Et quand je fais la première différenciation pour le cas du PIB au Burundi, vous voyez que la série devient stationnaire puisque la p-value est inférieure à 5%. Donc, vous voyez que les deux séries que nous avons ici sont intégrées d'ordre différent. Donc, ce sont des données réelles, puisque ce sont des données que j'ai récoltées sur le site de la Banque mondiale. Alors, maintenant, pour voir l'effet de l'inflation et du chômage sur le taux de croissance du PIB au Burundi, je peux alors utiliser mon modèle autorégressive distributed lag. Donc, voilà, c'est ça. C'est avec cette librairie justement qu'il faut faire. Ici, je vais détecter d'une façon automatique le modèle adéquat. Alors, je vais utiliser cette commande. Quand vous avez cette librairie, alors ça vous permet de détecter automatiquement votre modèle adéquat. Donc, voilà, je fais GDP Group, selon l'inflation plus le taux de chômage ou unemployment. Data, vous avez vu que j'ai conservé ma base de données d'Adon. Quand j'ai combiné, vous avez vu, voilà, c'est ça. Vous voyez que j'ai combiné ma base de données d'Adon. Voilà. Et je vais retourner pour faire justement le modèle. Je vais utiliser la méthode automatique de détection du modèle avec des ordres optimaux. Voilà. Ici, je fais, vous voyez que je montre la base de données. Ici, j'essaie de faire un maximum d'ordre d'intégration de 5. Voilà. Le modèle va exécuter et va nous trouver le modèle justement qui est adéquat en utilisant différentes combinaisons de lag ou de retard pour trouver le modèle le plus approprié. Alors, vous voyez que la machine est en train de tourner. Regardez ici. Vous voyez ici. La machine n'a pas encore terminé avec les combinaisons. Et vous allez voir le nombre de modèles que la machine a réalisé pour finalement nous trouver un modèle qui est approprié pour le cas du Burundi, pour pouvoir modéliser le taux de croissance du PIB par l'inflation et le taux de chômage au Burundi. Voilà, vous voyez que ça continue à tourner. Ici, regardez ici, voilà. Maintenant, c'est fini. Je peux voir justement le top orders, donc pour voir les lags. Comment voilà, vous voyez que la machine a fait, je vais effacer ici, pour voir le top modèle, top lag, regardez. Voilà. Vous voyez que la machine a fait 20 combinaisons. Regardez ici, on est à 20. En essayant de tester différents lags. Vous voyez que quand vous regardez ici, vous voyez que pour choisir le modèle adéquat ou le lag adéquat, on regarde l'AIC. Quand l'AIC est petit, c'est mieux et le modèle. Quand vous regardez ici ça 15, vous voyez que ça 15 est inférieur à ça 20, ça 27, ça 27, ça 28, jusqu'à le dernier modèle a un AIC de ça 38. Donc, le modèle qui a l'AIC le plus petit, c'est justement c'est celui-ci. Donc, vous voyez que le nombre de lags ou de retard qu'il faut intégrer pour notre modèle, c'est 5. Vous voyez que ici c'est 5, ici c'est 5 pour l'inflation, ici c'est 5 pour le chômage et c'est 5 pour le PIB. Voilà, ça c'est le modèle. Alors, maintenant, la machine justement a fait toujours le modèle. Je suis juste que je sélectionne ici, the best model, ici. Alors, je vais sélectionner d'abord le best model. Ici, ça c'est le nom que j'ai donné au modèle au hasard, le meilleur modèle, puisque la machine a fait 20 modèles. Alors, je sélectionne juste le meilleur modèle ou le modèle proposé qui avait 5,5. Donc voilà, je vais faire le summary du modèle puisque j'ai stocké le meilleur modèle ici. Je vais faire le résumé du modèle pour voir si finalement les variables sont significatives ou pas. Voilà le résumé du modèle. Donc je vais essayer d'effacer pour que ça soit bien lisible. Je vais exécuter encore une fois best model. Voilà le résumé. Je vais agrandir pour que ça soit bien lisible. Regardez les amis, voilà le modèle qui a été estimé. Quand vous regardez, ça c'est le lag du GDP, le lag 1. Vous voyez que ce n'est pas significatif.
Le lag 2, vous voyez que ce n'est pas significatif parce qu'il faut regarder la p-value. Le lag 3 DGDP aussi, ce n'est pas significatif, vous voyez. 4, ce n'est pas significatif. 5, ce n'est pas significatif. Regardons pour le cas de l'inflation. Ça, c'est l'inflation augmentée. Mais les retards, c'est ça. Les retards, vous voyez que lag 1, lag 2, lag 3, lag 4, lag 5. Parce que le meilleur modèle était le lag 5. Donc, vous voyez que aussi, pour le cas à hauteur de 5%, si nous prenons le C de significativité de 5%, vous voyez que l'inflation n'est pas aussi significative. Plutôt, le coefficient de l'inflation n'est pas significatif si nous prenons un C de 5%. Mais quand même, vous voyez que le coefficient est négatif. Ici, vous voyez que c'est négatif. Et puis, vous voyez que le lag 1 de l'inflation n'est pas significatif parce qu'il faut regarder toujours les p-values. Regardez ici, c'est ça qu'il faut regarder. Vous voyez que lag 1, 2, 3, 4, 5 ne sont pas significatifs. Nous regardons pour le cas du chômage. Vous voyez que le chômage, vous voyez que le coefficient est négatif. Et au tenté, vous voyez que justement, le coefficient est statistiquement significatif si nous prenons un C de significativité de 5%. Alors, quand vous regardez le lag 1, vous voyez le lag 1 de l'inflation, ça c'est plutôt du chômage, ça c'est le chômage, unemployment, le chômage. Vous voyez que le coefficient est positif ici, mais alors, à raison de 5%, vous voyez qu'il n'est pas significatif. Mais à 10%, si nous prenons un C de 10%, vous voyez que c'est significatif. Voilà. Nous continuons. Vous voyez que tous les lags, regardez les amis, tous les lags, les autres lags ne sont pas significatifs. Mais en termes d'explication, vous voyez que le modèle quand même a R squared ou R carré de 0,88 avec un R ajusté de 0, le coefficient de détermination de 0,65. Donc, en termes de significativité du modèle, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc le modèle est significatif. Donc voilà, s'il faut reporter, si l'objectif était justement d'analyser l'effet du chômage et de l'inflation sur la croissance du PIB au Burundi, donc voilà le modèle que vous allez alors proposer. Donc voilà. Alors, on peut juste jeter un coup d'œil pour voir si certaines caractéristiques ou certaines hypothèses sont respectées. Ici, nous allons récupérer les résidus du modèle. Voilà, normalement, les résidus doivent avoir une moyenne qui est proche de 0. Je vais récupérer les résidus, puis je vais juste calculer la moyenne des résidus pour voir si la moyenne serait de 0. Donc, vous voyez que c'est vraiment insignifiant, c'est presque 0. Je vais faire la normalité des résidus pour voir si les résidus sont normalement distribués. Voilà, la pi va espérer à 5%. Donc, vous voyez que là, les résidus sont normalement distribués. Je peux utiliser aussi Shapiro, test de Shapiro-Wilk pour voir si les résidus sont normalement distribués. Donc, vous voyez que les résidus sont normalement distribués. Je peux vérifier aussi s'il n'y aurait pas d'autocorrélation entre les résidus. Voilà. Regardez, avec ACF. Donc, vous voyez que juste ça, au 8e lag, c'est là où il y a l'autocorrélation. Je peux vérifier aussi l'autocorrélation partielle. Donc voilà, il n'y a pas d'autocorrélation partielle. Donc voilà les amis, comment on peut réaliser justement le modèle autoregressive distributed lag pour analyser l'effet d'une variable, donc des variables pour modéliser une variable dépendante avec plusieurs séries temporelles. Donc c'est un modèle justement qui est utilisé lorsque vous trouvez que le nombre de retards ou le nombre de lags sont différents. Donc, à la prochaine vidéo, puisque quand on a fait le modèle, vous avez vu qu'il y avait des lags qui ne sont pas vraiment significatifs dans votre modèle. Donc, dans la prochaine vidéo, justement, je vais faire la suite de cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez enlever les lags ou les retards qui ne sont pas significatifs dans votre modèle pour garder juste les lags qui sont significatifs ou les retards qui sont significatifs. Donc, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne et je vous invite aussi de partager nos vidéos pour nous permettre d'atteindre le maximum possible de personnes qui veulent justement apprendre comment analyser les séries temporelles.
Et notre intention, c'est de pouvoir partager au maximum les connaissances pour permettre surtout aux entrepreneurs ou aux chercheurs de bien mener leurs études ou de bien réaliser les analyses statistiques. Voilà, c'est la fin de notre présentation. À la prochaine vidéo en rapport avec l'aspect des lags non significatifs. Merci. Bye.